Bienvenue sur le podcast Cosmic Artist, l'art de l'astrologie. Aujourd'hui, on va aborder le féminisme et l'astrologie, mais aussi le féminisme et le monde de la spiritualité. Donc c'est un vaste sujet, je ne vais pas pouvoir tout couvrir, mais je vais essayer d'aborder quelques valeurs, quelques questionnements qui s'imposent en ce moment, je pense. Je vous prépare aussi l'horoscope 2022 qui sortira probablement la première semaine du mois de janvier. Et je vous propose aussi une petite offre qui sera à place limitée pour vous redonner un bon coup de boost en ce début d'année 2022 après cette période critique de fin d'année qui énergétiquement a été extrêmement compliquée, on peut le dire. Donc avant de vous proposer mes nouveaux accompagnements, je vous fais une offre qui viendra à la suite de cet horoscope 2022 et qui, pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de clarté, vous permettra de prendre justement une nouvelle direction avec beaucoup plus d'apaisement et d'envie. D'un point de vue historique, la découverte des corps célestes et planétaires dans notre système solaire ont toujours coïncidé avec des prises de conscience dans l'évolution de la pensée humaine. De profonds changements culturels découlent de ces découvertes et transforment radicalement notre appréhension du monde et de notre expérience humaine. Le XVIIIe siècle a vraiment créé un point de bascule dans la découverte des planètes transsaturniennes et ça a commencé par Uranus. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fait, ça parle du progrès de l'humanité, et forcément, le progrès de l'humanité implique le progrès de la condition humaine, et ça passe par la condition des femmes. Et du coup, Uranus a été découvert au XVIIIe siècle et a marqué en fait l'émergence des nouvelles démocraties, parce que la démocratie, elle existe depuis très longtemps, mais en tout cas la réémergence des démocraties, ça a vraiment créé cette vague de révolution qui est née à partir de la France, où les monarchies ont commencé à s'éteindre, où de nouvelles façons de procéder au niveau politique ont émergé. Mais Uranus marque aussi le début de la découverte de l'électricité et de manière générale, Uranus va toujours impliquer une progression sur le plan social, mais aussi sur le plan technologique. Et quelque part, Uranus, c'est la grande illumination, c'est le siècle des Lumières en fait. Et c'est le début de la révolution aussi industrielle. Donc il y a autant une illumination intellectuelle que scientifique avec cette planète qui va créer des nouvelles inventions d'être et de connexion ensemble. Donc c'est marrant parce que en fait on peut vraiment voir avec l'avenue des planètes transsaturniennes et le fait qu'on ait découvert ces planètes-là, qu'on les ait nommées et qu'elles aient émergé dans nos consciences, on voit aussi des mouvements, autant littérales que symboliques, qui vont émerger dans notre conscience. C'est hyper intéressant de faire le parallèle avec l'histoire de l'art, parce qu'on voit aussi c'est ce que font les artistes. Les artistes prennent les mouvances collectives, c'est aussi des espèces de vecteurs énergétiques, hein, les artistes. Et d'ailleurs, moi qui suis créative de base, et quand je fais de l'astrologie, pour moi, ça touche exactement le même endroit. En fait, j'aime bien le mot tapping, c'est je vais prendre une énergie, je vais prendre un flux d'énergie quelque part, et je vais l'interpréter, je vais le traduire. Et c'est exactement ce que font les artistes au niveau collectif, que peuvent faire les praticiens des arts ésotériques, quoi. Tout simplement, c'est un art. De toute façon, vous connaissez mon positionnement là-dessus. Donc, on va revenir au féminisme. Pourquoi je parle de ça ? Parce que le féminisme
et l'astrologie sont liés à la découverte de corps célestes et les astéroïdes ont vraiment été cette découverte dans notre système solaire qui coïncide avec l'émergence d'un nouveau rôle, de nouveaux rôles au pluriel pour les femmes. Je ne peux pas parler de féminisme et d'astrologie sans aborder le livre de Demetra George qui s'appelle Asteroid Goddesses et qui vient vraiment marquer une vraie illumination en fait sur le rôle des femmes dans le monde au travers de l'astrologie, sous le prisme de l'astrologie, parce qu'elle a consacré un livre sur les nouveaux corps célestes qui viennent enrichir les rôles des femmes, l'imagerie autour des femmes. Alors les astéroïdes, c'est une ceinture de corps planétaires qui évoluent entre les orbites de Mars et de Jupiter et qui ont commencé à être découvertes au début des années 1800. Et donc, elles ont commencé à être découvertes au moment où Uranus a été découvert. Je crois que Uranus a été découvert en 1870. Donc, les astéroïdes ont été découvertes avant. Donc, en fait, elles ont quelque part été annonciatrices des progrès à venir avec la découverte d'Uranus. Les 4 premières ont été nommées d'après les grandes déesses de l'Antiquité, c'est-à-dire Cérès, Pallas, Junon et Vesta. Avant l'utilisation des astéroïdes, les seuls indicateurs du féminin dans l'interprétation traditionnelle des thèmes astraux étaient la Lune et Vénus. Donc les femmes étaient identifiées socialement uniquement par ces 2 corps célestes, à savoir la Lune qui représente la mère et Vénus qui représente l'amante et l'épouse. Et en fait, ça a commencé à changer lorsque les 4 premières astéroïdes ont été découvertes à l'orée du 19e siècle, peu après la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a toujours un décalage entre le moment où on va vraiment nommer le corps céleste et la première fois où on l'observe. Et donc, ces astéroïdes, elles ont été observées avant d'être déposées, je dirais, avant que leur nom soit déposé et soit gravé dans le marbre. Et du coup, elles ont été observées une décennie avant cette fameuse déclaration des droits de la femme, des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges, qui marque vraiment ce début d'entrée dans l'ère d'une nouvelle perspective pour les femmes. Et ça marque vraiment l'essor du mouvement des suffragettes par-delà le monde un siècle plus tard. Donc en gros, on a vraiment un moment annonciateur. On a aussi Uranus qui est déclaré dans la foulée. Et ensuite, il y a tout qui s'accélère très, très, très vite en l'espace de quelques générations où d'un coup, on n'est plus du tout au même endroit, alors que quelque part, on avait une stagnation assez colossale. Et on a cette espèce de bascule qui se fait en 2-3 générations dès la fin, dès la fin de 1800. Les astéroïdes, elles sont le signe de la réémergence du féminin dans la société, de la place du féminin, ainsi que la puissance symbolique de la déesse dans l'inconscient des femmes. L'expression de cette renaissance, elle se trouve dans le symbolisme de ces 4 astéroïdes, Cérès, Pallas Athéna, Junon et Vesta. Et ces noms viennent de 4 des plus grandes déesses de l'Antiquité, et mythologiquement, ces déesses, elles étaient l'équivalente en rang avec les dieux Jupiter, Neptune et Pluton. Et donc, ce qui est hyper marrant aussi, c'est que elles sont affiliées à Neptune et Pluton avant que ces planètes-là soient découvertes. Donc en fait, on a quelque part ces entités, ces mythes qui sont nommés dans le ciel, qui annoncent quelque part une filiation de planètes qui n'ont pas été encore découvertes et qui seront découvertes dans le siècle à venir. Donc ça, c'est hyper... Enfin, c'est d'une synchronicité folle. Ils auraient pu nommer ces corps célestes de 1000 façons, mais elles sont annonciatrices de ces planètes-là qui vont émerger peu après. Donc Vesta, Cérès et Junon,
Elles étaient les 3 sœurs de Jupiter, de Neptune et de Pluton, toutes nées de l'union du dieu Titan, Saturne et Rhea. Pallas Athénée, c'est la fille préférée du nouveau dieu du ciel Jupiter, et elle a été conçue par Jupiter lui-même en sortant de sa tête. Elle est née de sa tête. Et symboliquement, ces 4 astéroïdes, elles représentent des aspects du principe féminin archétypal qui émergent dans la conscience collective. Donc en fait, on a de nouvelles visions du rôle des femmes qui sont en train d'être nommées, quoi. Et c'est ça qui est super important avec la découverte de ces astéroïdes. Pourquoi ? Parce que à chaque fois qu'on nomme un corps céleste, il évoque les prises de conscience collectives qui sont en cours dans la société. Et par exemple, aujourd'hui, on découvre encore des corps célestes et des planètes. Par exemple, là, les planètes, depuis le début des années 2000, elles portent des noms de dieux liés à la nature, à la création de la nature, de communautés comme l'île de Pâques ou de communautés polynésiennes. Et donc finalement, des communautés qui n'avaient pas beaucoup de visibilité ou qui vivaient en harmonie avec la nature, ou des dieux qui sont fortement liés à l'écologie. Et en fait, on voit que les astronomes, en fait, ils sont complètement influencés, et c'est bien normal, par la conscience collective, et ils vont nommer les corps célestes d'après l'urgence écologique, d'après les prises de conscience qui ont besoin d'émerger. Donc ça laisse énormément de belles perspectives pour l'avenir, parce que ça montre que ça va devenir, je l'espère, je suis positive, une grande priorité, en fait, pour l'humanité, de la préservation de la Terre. Voilà. Et du coup, nos corps célestes, qui ont toujours existé, aujourd'hui sont nommés d'après cette priorité écologique et de divinité liée à la préservation de la Terre. Voilà. Donc c'est juste pour vous refaire une petite recontextualisation. Et du coup, c'est exactement ce qui s'est passé en 1800. En fait, les femmes ont commencé à prendre une place différente. Les personnes qui nomment le ciel, qui nomment les corps célestes, ont commencé à donner une place, finalement, liée à l'espèce d'énergie collective qui était en cours à ce moment-là. Voilà. Donc, Cérès, Pallas Athénée, Junon et Vesta représentent ces nouvelles voies du féminin endormi, récemment activées, et qui maintenant vraiment demandent cette reconnaissance, demandent sa justice, demandent d'avoir un autre rôle, demandent aussi d'enfin embrasser la multidimensionnalité des femmes, qui n'est pas binaire, qui n'est pas seulement convoquée à être mère ou épouse ou amante. Et les femmes s'imprègnent aujourd'hui, et surtout à cette époque, parce que ça commençait à prendre beaucoup plus d'ampleur, de s'imprégner de ces possibilités, de ce nouveau paradigme, et de reprendre le contrôle sur leur créativité, sur leur intelligence, et qui sont bien au-delà des rôles traditionnels de mère et d'épouse. Et par conséquent, la société, depuis cette fin 1800, cette mi-1800 où elles ont été découvertes et elles ont annoncé le progrès uranien qui se préparait, et la grosse évolution aussi liée à Neptune et à Pluton, de transformation radicale et profonde des sociétés. Et on voit que les femmes, maintenant, elles sont dans tous les domaines. Il y a plein de choses à faire, on est loin du compte. Et elles s'imposent de plus en plus comme égales à l'homme, et elles vont vers une parité totale, je l'espère, en tout cas. Alors, je ferai un épisode dédié aux astéroïdes en expliquant point par point ces nouvelles figures féminines qui s'imposent et qui sont, comme je l'ai dit, l'égale des grands dieux, qui sont leur équivalent, qui sont dans la continuité filiale en termes de pouvoir. Et ça, c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant. Ça mérite un épisode
dédié et je le ferai et je vous dirai exactement ce qu'elle représente. Mais là, je vais essayer de prendre un peu un plan plus large parce que sinon l'épisode va durer 4 heures. J'avais aussi envie de vous parler d'une autre planète qui parle vraiment de l'émergence du féminisme en fait dans les consciences au niveau collectif, c'est Eris. Et Eris, c'est une planète qui a été découverte en 2005 en Californie, donc c'est très récent, hein, on peut le dire. Et en fait, elle a d'abord été surnommée Xena, comme Xena la guerrière, parce que sa découverte a déclenché énormément de controverses. Pourquoi ? Parce que sa taille est beaucoup plus importante que celle de Pluton, ce qui fait que c'est la 10e planète, la vraie 10e planète du système solaire. Et cette découverte, elle a créé énormément de confusion et elle a poussé l'Union astronomique internationale à définir le terme planète pour la première fois de façon formelle. Donc en gros, elle a quand même mis un gros souk, cette Eris, parce qu'elle a fait complètement shifter la vision qu'on a de notre système solaire et de ce qu'on estime être une planète ou pas. Et elle a quelque part surpassé, pris plus de place que Pluton, qui est une planète naine. C'est son cas aussi. Mais du coup, d'un coup, et moi je trouve ça fabuleux. Enfin, moi je trouve ça juste tellement révélateur. Parce que je vais vous expliquer ce qu'est Eris, le mythe de Eris et pourquoi, enfin voilà, ils l'ont appelé comme ça. Mais en gros, elle vient surpasser cette planète qu'est Pluton, qui, on peut le dire, représente le patriarcat, parce que Pluton et Saturne sont les 2 planètes référentes du patriarcat. Saturne, c'est le référent, et ensuite on a Pluton, qui parle vraiment de cette notion de pouvoir, et on a d'un coup cette planète qui vient prendre plus de place, qui est découverte complètement sur le tard, allez savoir pourquoi, et moi, ça c'est ce que je trouve magnifique. Donc, en gros, cette Eris, c'est une planète naine, et en fait, finalement, ils lui ont donné le nom d'Eris et pas de Xena la guerrière, parce que c'est la déesse de la discorde. Et Eris, elle fait allusion au conflit que sa découverte a provoqué parmi les astronomes au sujet des critères que définissent la planète. Donc il y a eu beaucoup de personnes qui ne voulaient pas déroger au fait que Pluton était prioritaire, ou que c'était elle, etc. Donc il y a une espèce de grand combat. Tout ça se passe en 2005. Mais juste pour vraiment bien comprendre le mythe autour d'Eris, Eris, c'est la fille de Zeus et d'Héra, et elle est aussi appelée la fille de Nyx, la nuit. Elle est considérée comme la sœur et l'alter ego féminin d'Arès, de Mars. Donc en gros, c'est l'égal en tout point de Mars. Elle pourrait représenter aussi, en termes de divinité, Kalima, la déesse de la destruction indienne. C'est-à-dire que c'est cette femme sur son chariot dans le conflit qui va au front, quoi, et qui n'a pas peur de se mesurer à ses peurs et à la guerre, et qui est l'acolyte de son frère Mars. Donc en fait, dans l'inconscient collectif, on a toujours cette idée de Mars qui va au combat, mais en fait, il était accompagné de sa sœur. Et d'ailleurs, ils ont une relation extrêmement ambiguë, parce que, en fonction des mythes grecs, romains, etc., elle va être tour à tour la sœur de Mars, mais aussi son amante, son amoureuse, et donc il y a cette espèce de relation un peu incestuelle, et voilà. Donc en fait, on ne sait pas trop, quoi. Il y a une espèce de dualité, en même temps de fusion, entre Mars et Eris. Mais Eris, elle est connue avant tout comme étant l'initiatrice de la guerre de Troie, parce que elle était la seule des dieux à ne pas avoir été invitée à la table des noces de Pelée et de Thétis, dû à son tempérament. Parce que justement, et ça c'est magnifique, encore une fois, on a Mars qui peut complètement intégrer, porter et représenter ces notions de conflit et ces notions de pouvoir et ces notions d'assertion, mais quand c'est une femme, elle fait tâche. Et du coup, elle n'est pas invitée aux noces
à ces noces mythiques et mythologiques, et voilà. Et elle le prend très mal. Grosse vexation pour Eris. Pour se venger, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre une pomme en or où elle va écrire « à la plus belle ». Et elle va la lancer parmi les convives pour créer le chaos. Voilà, parce qu'elle sait que cette pomme où il y a écrit « à la plus belle » va créer énormément de conflits parmi les déesses, parce que toutes les déesses vont vouloir se l'approprier, et c'est exactement ce qui se passe. En gros, Héra, déesse du mariage, Athéna, déesse de la sagesse, et Aphrodite, déesse de l'amour, la revendiquent, et du coup ça fait une espèce de conflit total au sein du mariage. Et pour calmer le jeu, Zeus va attribuer la décision de trancher parmi les 3 prétendantes au titre de la plus belle à Paris, qui est alors un simple berger sur le mont Ida, dans une espèce d'âme pure. Il va lui demander de décerner la pomme tant convoitée à l'une d'entre elles, et il va le faire à Aphrodite, qui en échange, c'est que des espèces de tours de passe-passe, va lui dire « Ok, tu peux avoir le cœur d'Hélène de Troie, la plus belle femme du monde, entre guillemets. » Et j'ai envie de dire « encore », parce que c'est qu'une histoire de patriarcat, de femmes de plus belles. Enfin, et Eris, en fait, c'est incroyable. C'est cette espèce d'alter ego de puissance attribuée normalement au masculin qui fait qu'elle est rejetée. Et du coup, elle va se jouer de ça en créant le chaos pour envoyer une espèce de missive en disant « à la plus belle » auprès de femmes qui jouent cette espèce de jeu patriarcal, qui se battent pour conquérir le sésame de la beauté ultime. Et du coup, celle qui gagne, c'est celle qui soudoie un homme pour avoir la plus belle femme du monde encore. Donc, je sais que là, j'en fais vraiment redite, mais c'est tellement représentatif de Eris, qui est là pour déconstruire et qui est là pour mettre un peu le nez dans tout le caca patriarcal des femmes, et pas que des hommes, enfin des femmes, et de leur ambivalence, de leur complexité autour de ça, et de tout ce qu'on a à faire pour justement incarner notre pouvoir, notre puissance. Eris, elle est tour à tour sœur et compagne d'Arès et de Mars, et elle semble lui ressembler dans toute sa force et sa puissance. Elle l'accompagne dans ses conquêtes, elle se mêle au combat. Son ardeur et sa détermination font qu'elle personnifie aussi l'émulation, et pourtant son propre père, Zeus, la bannit de l'Olympe parce qu'elle y mettrait une ambiance détestable, et plus tard, elle va être la seule à ne pas être conviée aux cérémonies importantes, à avoir une place à la table. Voilà, parce qu'elle n'est pas convenable. Et Eris, en envoyant cette pomme, et je ne peux pas m'empêcher de voir le lien avec la pomme qu'on connaît tous, elle va générer le chaos et le conflit parce qu'elle stimule cette dualité. Le conflit va générer du débat, des discussions, et confronter aussi des principes antinomiques. On peut dire qu'elle va semer une réalité, une nouvelle réalité, des prises de conscience, et clairement, dans le mythe, elle s'oppose directement à Vénus, qui est Aphrodite, Vénus qui est l'apologie totale de ce que est censé représenter une femme, et elle s'oppose directement à elle en étant le pendant féminin de Mars. Elle va se retrouver marginalisée et stigmatisée. Donc elle confronte vraiment le rôle de la femme qui cherche sa valeur par le prisme de sa vanité, mais qui est en réalité la seule place qu'on lui accorde par le patriarcat. Donc c'est vraiment dans les mythes, mais parce que c'est une histoire millénaire. Voilà, cette volonté de se battre pour prendre les miettes. Voilà, donc être à la place, à la table
seulement pour être en représentation, parce que si on est là pour défendre des choses ou pour être dans une autre énergie ou pour amener le conflit, Zeus, le propre père, le patriarcat va dire non, tu n'es pas invité, quoi. Donc, alors que son frère est perçu comme un mal nécessaire pour maintenir l'ordre, Eris, elle voit son énergie contestatrice mise au banc de la société alors qu'elle veut maintenir l'équilibre. Vu qu'elle est réactionnaire, Eris, elle initie un renversement pour nous amener vers l'éveil, elle bouleverse le statu quo pour changer la donne, et le désordre qu'elle va provoquer, c'est le passage obligé des grands progrès. Donc il y a une grosse dynamique qui peut s'affilier à Uranus, un peu de confrontation, quoi, qui peut être un peu brutale et qui jaillit d'un coup. Et justement, pourquoi je parle d'Uranus ? Parce que Eris, elle est en bélier depuis un paquet de temps. D'ailleurs, elle a été découverte dans le signe du bélier, ce qui est juste génial, j'ai envie de dire. Donc, beaucoup de béliers ont Eris en conjonction probablement à leur soleil, et moi, c'est mon cas, et franchement, ça me parle énormément, et ça m'a vraiment permis de comprendre beaucoup de choses aussi sur moi et sur les choses que j'ai à transmettre. Et c'est parce que j'étudie aussi les nouvelles planètes dans le thème astral. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que en 2016 et en 2017, Uranus s'est conjoint à Eris. Et du coup, ça a été un transit majeur. Ce qui est intéressant, c'est que quand Uranus a rencontré Eris en 2016-2017, ça correspond à une période de grande turbulence. On peut voir que c'était une période où il y a eu le Brexit. On a aussi le début des gros combats, on va dire, et des prises de parole, autant ratio avec Colin excusez-moi, mais Colin Kaepernick, qui met le genou à terre durant l'hymne américain suite aux nouvelles tueries policières aux États-Unis. On a Donald Trump, qui est président aussi, et on a l'affaire Weinstein qui éclate, et le mouvement MeToo. Et tout ça, ça se fait au moment où Uranus rencontre Eris, et du coup vient vraiment activer l'énergie d'Eris. Et les grosses planètes transsaturniennes qui vont aller en conjonction à Eris, ça va vraiment créer beaucoup plus d'emphase sur cette énergie-là. On verra ça aussi dans quelques années avec Saturne en conjonction à Eris, quand Saturne sera en bélier. Donc je pense qu'il y aura des choses à regarder. Enfin, moi, je prêterai l'oreille ou j'ouvrirai l'œil. Mais Eris, elle joue un rôle majeur, justement, dans ces prises de conscience du féminin. Donc on a, comme je l'ai dit, on a les astéroïdes. Et maintenant, dans 2005, on a Eris. Et on voit que l'énergie, elle change, elle shift, parce que on a quelque part vraiment le facteur paritaire, le facteur d'égalité qui vient s'imposer avec les nouvelles figures du féminin qui s'incarnent au travers des astéroïdes, et du caractère filial que ces figures ont avec les planètes transsaturniennes, et qui annoncent aussi les grands mouvements progressistes qui vont découler, qui vont émerger dans les siècles à venir. Et ensuite, de manière très récente, on a Eris qui vient complètement faire bouger le statu quo, qui vient prendre beaucoup plus de place que Pluton, qui vient carrément poser une définition claire sur ce qu'est une planète, parce qu'en fait, on n'avait pas de vraie définition, parce qu'il y avait comment dire, quelque part, une ambiguïté qui était là pour les astronomes, et les choses n'étaient pas ancrées, donc il y avait des choses qui devaient être nommées qui ne l'ont pas été. Enfin, pour moi, c'est du pain béni, toutes ces histoires, parce que c'est ce qu'on regarde aussi en tant qu'astrologue. On s'intéresse aussi à l'astronomie, il n'y a pas seulement juste les mythes, etc. Il faut voir le contexte. Là, cette Eris, elle était annonciatrice
voilà, de choses qui méritent d'être nommées, de conflits qui doivent émerger pour nous faire avancer. Et c'est pour moi, c'est un autre step dans cette notion de parité et d'égalité. Je dirais que les astéroïdes, c'est vraiment, oui, on est aussi capable de faire les mêmes choses que vous. Et Eris, c'est vraiment à rentrer dans l'art quoi, du patriarcat et de dire, en fait, on peut prendre une place bien plus grande. En fait, vous nous avez fait toute petite, mais on prend une. Vous nous avez invisibilisé malgré le fait qu'on prenait plus de place, quoi. Enfin, moi, je trouve ça incroyable, cette notion d'invisibilisation et cette notion aussi de ne pas avoir été perçue, vue, malgré le fait qu'on était plus grande. Et moi, désolée, tout ça, moi, ça m'émeut beaucoup. Et en même temps, ce jeu de vanité entre la place qu'on accorde aux femmes et ce qu'elles sont vraiment capables d'incarner. Voilà. Donc il y a ça, mais après, voilà, ce qui est aussi intéressant avec Eris, c'est ce caractère très très combatif et je pense aussi de verbaliser des choses qui sont tues et qui doivent être entendues et qui sont entendues parfois au travers d'une certaine forme de brutalité. De toute façon, c'est une planète qui est encore énormément étudiée. Il y a beaucoup de choses à dire sur elle et les astrologues, je pense qu'il y a des livres qui vont commencer à émerger là dans la décennie à venir. Alors, il y a un féminisme lié à la spiritualité, il y a des féministes spirituelles et il y a la notion de l'essentialisme. Alors, l'essentialisme, c'est une théorie féministe, une théorie de genre qui attribue en fait une essence fixe aux femmes. Et cette essence, elle suppose qu'elle est universelle et qu'elle identifie les femmes avec certaines caractéristiques qui vont assigner aux femmes un certain type de qualité. Tout ça, c'est lié souvent au biologisme. Alors, le biologisme, c'est hyper vaste. C'est hyper... c'est un gros sujet qui n'est pas... totalement lié à l'essentialisme, mais en tout cas, on va dire que le biologisme va se greffer à toutes les problématiques liées à l'essentialisme. Mais en gros, le biologisme, c'est une doctrine qui représente les phénomènes psychologiques et sociologiques comme ayant une assise biologique. Donc il y a vraiment l'hyper importance de la biologie, des organes reproducteurs, de la détermination du fait de notre sexe à être psychologiquement, émotionnellement, à tous les niveaux, être femme, ça représente une certaine chose et on est quelque part assigné, c'est vraiment le bon mot, à être d'une certaine manière parce que c'est biologique. Forcément, tout ça, ça joue un rôle hyper négatif dans les concepts qui ont été inventés sur la race, le sexe, la sexualité, avec un gène gay, XY. Voilà, c'est des choses qui sont extrêmement destructrices et qui continuent en fait d'être vraiment présentes dans le monde spirituel, mais de manière assez low-key, j'aime bien ce mot, c'est-à-dire de manière bien discrète, parce que c'est pas non plus hyper frappant, mais quand on va utiliser des termes comme le féminin sacré, le féminin divin, des choses comme ça, ça peut entraîner ce type de dérive et je vais vous expliquer pourquoi. Le féminin sacré, pour ceux qui ne le savent pas, c'est forcément lié au biologisme et à l'essentialisme parce que ça va traditionnellement associer les qualités féminines à la maternité, à l'amour inconditionnel, à la compassion, à la beauté, à la douceur, à la patience, à la compassion, au fait de nourrir, au fait d'être gentille, au fait de guérir.
Et c'est forcément associé à la création, à l'intuition, à la communauté, à la sensualité et à la collaboration. Bon, ça fait très vénusien, c'est très vénusien, voilà. Mais en fait, ça pose des questions, quoi. Parce que c'est comme la régurgitation de stéréotypes sur les femmes qui doivent être dociles, qui doivent être de magnifiques accompagnantes et qui doivent savoir de manière innée chérir et qui doivent être aussi dans l'émotion avant d'être rationnelles, quoi. Donc on reste dans cette dimension de féminin sacré, dans cette notion d'essentialisme, dans cette notion de biologisme. Malgré le fait qu'on puisse penser que le fait que les femmes soient des personnes là pour nourrir, pour accompagner émotionnellement avec sensibilité, soit quelque chose qui soit pas forcément hyper problématique ou qui ne cause pas vraiment de danger en tant que tel, c'est quelque chose qui va entretenir des stéréotypes, vont quelque part induire que les femmes sont irrationnelles, qu'elles sont intellectuellement inférieures, qu'elles sont dans la servitude, qu'elles sont heureuses dans la servitude, qu'elles sont heureuses à la maison et dans la sphère domestique. Et c'est des choses qui vont, encore une fois, faciliter l'oppression des femmes, qui vont alimenter le sexisme, parce que les femmes sont dans ce don bénévole d'elles-mêmes, et ça va, encore une fois, alimenter cette misogynie rampante qui est là, et qui, quelque part, est encore là, dans le monde spirituel. Et le monde spirituel, dans toute sa globalité, dans le New Age, dans la globalité... Le fait qu'il y ait un focus sur la notion de fertilité, ça renforce tout le discours autour de l'essentialisme qui veut dire qu'en gros, si tu n'as pas de vagin, si tu n'as pas de sein, si tu n'as pas la capacité de porter un enfant, tu n'es pas une vraie femme. Et forcément, ça va totalement aliéner toutes les personnes qui sont non-binaires ou qui sont trans, mais qui vont aussi renvoyer aux personnes qui sont en ménopause, qui sont dans la volonté de ne pas avoir d'enfants en étant cis, en étant des femmes cis, qu'elles sont infertiles en fait, et que quelque part le rôle ultime d'être femme n'est pas assouvi, n'est pas là, parce que en fait la femme ne se définit que par ce prisme en fait biologique, du biologisme, de dire on est faite pour un truc, on a des capacités pour ça, donc si tu n'es pas capable de le porter, si tu n'es pas capable de l'incarner, alors tu n'es pas complètement femme. Et en fait c'est absurde, quoi, parce que en fait un monde, on va mettre une population entière au banc du monde, quoi, avec ça. Forcément, ça fait le déni total des femmes trans dans ce club du féminin divin. Voilà, elles n'ont pas de place. Il y a vraiment une espèce d'obsession autour, en fait, de la biologie de la femme et toute une espèce d'imagerie, de symbolisme autour du fait de donner la vie, d'avoir nos cycles, des choses comme ça, qui font que ça va créer cette capacité d'être femme. Et ça vient culpabiliser aussi les personnes qui ont des problèmes pour concevoir, qui n'ont pas la possibilité de concevoir, qui ne peuvent plus concevoir, tout simplement, et les femmes trans, quoi. Le livre de référence qui parle de la réémergence du féminin au niveau de l'astrologie vis-à-vis des astéroïdes, c'est le livre de Demetra George. Et en fait, elle en parle avec énormément de subtilité et d'intelligence, mais elle dit aussi comment ces astéroïdes et comment l'émergence de ces figures féminines vont changer la masculinité des hommes, vont changer le paradigme aussi pour les hommes, parce que c'est des choses qui existent en eux, et comment est-ce qu'ils vont aussi intégrer ces nouvelles figures féminines qui représentent un certain type de créativité, etc., en eux, parce que c'est des figures qui sont en eux, comme la Lune et Vénus. Et c'est vrai que quand on voit énormément
et j'en parle ça avec des amis astrologues et on a des discussions là-dessus, quand on lit les livres astrologiques qui ont été écrits par des hommes, parce que c'est quand même un monde vraiment, aujourd'hui c'est plus trop le cas, il y a énormément de femmes qui apprennent à être astrologues et qui sont astrologues, mais c'était quand même un monde très très masculin, et forcément comme dans à peu près tous les corps de métier, les hommes avaient un temps de parole qui était beaucoup plus important. Ils ont écrit beaucoup plus de livres que les femmes au niveau de l'astrologie. Et c'est frappant de voir comment, systématiquement, en fonction des placements, si on a un soleil en maison 10, dans un livre assez daté, on va lire « La femme va rencontrer un homme puissant ». Ou le père de cette femme était puissant. Si le natif est une femme, si l'individu est une femme, c'est un homme puissant qui va rentrer dans sa vie, ou c'est un aïeux puissant. Voilà, et en gros, ce n'est pas elle qui va incarner son soleil en 10. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais en gros, tous les placements qui vont correspondre à une certaine idéologie autour de la puissance, autour de la prise de position, de l'assertion, etc., ça va être un homme dans la vie de la femme, si la femme est la native, si on interprète le thème d'une femme. Et j'ai d'ailleurs une expérience tellement évocatrice de ça, et j'en ai déjà parlé dans un épisode, quand j'avais 19 ans, je suis allée voir un astrologue. Et il a regardé mon thème, évidemment. Et j'ai eu une consulte, quoi. Et moi, j'ai un thème qui est assez ambivalent parce que j'ai des placements qui sont très forts. J'ai envie de dire bruyants, pas bruyants, mais voilà. J'ai mon soleil qui est exalté en bélier en maison 10 en conjonction à Jupiter et en conjonction au nœud nord. Et par contre, j'ai une lune en maison 12, en Gémeaux, en opposition à Saturne et Uranus, et en conjonction à Chiron. Donc on est sur une autre énergie complètement, et on est sur voilà, des choses beaucoup plus complexes. Et du coup, il y a une grosse ambivalence entre ces deux énergies. Et j'ai eu cette consultation avec lui, je m'intéressais déjà à l'astrologie, je connaissais déjà mes archétypes, etc. Mais je ne savais pas non plus forcément analyser un thème en profondeur ou quoi que ce soit. Et j'étais avide de cette rencontre. Et le type, bon, un homme, je suis désolée, hein, c'est un peu... mais... il faut s'intéresser en fait à la réalité de l'astrologue qu'on consulte, parce que ça peut être quand même très violent, et on doit être bien sûr que culturellement l'astrologue comprend en fait qui il a en face et qui maîtrise les codes, voilà, psycho-émotionnels et culturels. Et c'est des conversations qui sont en cours en ce moment dans la communauté de l'astrologie. Et maintenant, on a de plus en plus d'astrologues qui sont capables d'être éveillés en fait aux questions sociétales. Mais à cette époque-là, c'était en 2002 ou 2003, on était très très loin du compte. Et c'était un homme qui était d'âge mûr. Et il m'a donné 3 options, en gros. Je contourne un peu parce que j'ai du mal à le dire tellement... Enfin, ça m'a choquée. Avec cette énergie-là, il m'a dit, tu as 3 options. Le pire du pire qui puisse t'arriver, c'est que tu baisses la culotte. Donc il m'a dit ça, texto. Je sais pas si vous voyez, moi j'ai mis du temps à vraiment admettre ce que ça voulait dire. Il m'a dit, tu baisses la culotte et en gros, ben, tu te fais abuser, quoi, toute ta vie, en cherchant au travers d'hommes qui te reconnaîtront jamais une forme de reconnaissance. Donc ça, c'était basé sur mon soleil et ma lune. Sinon, il m'a dit, 2e option, tu trouves un homme, encore une fois, tu trouves un homme puissant qui t'aide à te développer artistiquement et qui te protège, parce que ma lune est en 12 et que cet homme va réussir à me faire briller, mais en étant un peu quand même dans les coulisses, quoi, dans l'ombre, voilà. Mais je suis protégée et j'arrive à un niveau de réussite grâce à cet homme.
soit je suis une méga warrior et je défonce tout et voilà. Et j'arrive à m'imposer et à prendre ce pouvoir pour moi. Voilà. Bon, déjà 3 options, enfin il y a 1 million d'options, il n'y a pas 3 options, mais c'est le prisme, la réalité de cet homme à ce moment-là qui a établi différents niveaux, différents scénarios, voilà, de potentialités qui pouvaient m'arriver. Donc d'être une femme qui se met dans cet abus permanent et volontaire, dans une passivité totale, et quelque part qui est dans le don de son corps. Enfin, je sais pas, il y a une dimension sexuelle qui est extrêmement malaisante, et je ne comprends pas comment dans mon thème ça a pu émerger à un moment donné pour cet homme, mais c'est sa vision en fait. Hein. Et après, il y a encore ce truc de la femme dépendante, codépendante, et après il y a troisième, d'être enfin la femme que je pourrais être, et qui quelque part était la troisième option et l'option la plus le sésame, la chose la plus difficile, mais ça c'est parce que j'ai mon nœud nord en conjonction à mon soleil, à mon Jupiter, mais il y a absolument rien de tout ça qui est sorti. C'est pour ça, moi des fois j'embête un peu mes consultants, parce que je source toujours ce que je raconte pour que eux aussi puissent faire leurs recherches. C'est-à-dire que jamais je vais dire tu es ça, ça, ça. Je vais dire il y a tel placement et ça, et moi je l'interprète comme ça. Mais je vais jamais dire des réalités ou des vérités ou des faits ou des potentialités sans sourcer ce que je vais dire. Parce que j'ai une responsabilité, parce que c'est mon interprétation, il y a d'autres moyens de l'interpréter, un autre astrologue dira pas non plus quelque chose de radicalement différent, parce que c'est... Voilà, mais j'ai quand même une sensibilité et une vision, mais on peut l'enrichir soi-même aussi, voilà. Il y a un conditionnement aussi dans l'astrologie, voilà. Et cette vision masculine du rôle de la femme et de l'assignation femme et de la dimension sexuelle ou dans la perception du rôle de la femme. Ce que je trouve quand même assez fou, et d'où le lien avec le biologisme et l'essentialisme féminin. Le mouvement des déesses, c'est quelque chose qui existe depuis les années 60 et qui continue vraiment de super bien fonctionner dans le féminisme spirituel, qui est qui marche beaucoup en ce moment. Et puis moi je m'affilie, en fait, je considère que je fais une spiritualité qui est féministe, mais il y a cette dérive dans cette volonté de reprendre le pouvoir sur notre féminité, dans cette dimension d'essentialisme et de déesse. On peut se perdre sans même s'en rendre compte, quoi, quelque part. Donc on peut vite... Ça, c'est toute la nouvelle mouvance des sorcières puissantes, de tout ça. Et on peut... et moi, je peux te dire, oui, je suis une sorcière. En fait, sorcière, c'est toutes les femmes qui ouvrent leur bouche. Hein. Enfin, je veux dire, une sorcière n'a pas besoin de faire des trucs spéciaux. Une sorcière, c'est juste une femme qui c'est Eris, quoi. C'est juste une femme qui va dire, je suis pas d'accord. Hein. Donc, voilà. Mais... il y a des mouvements avec le féminin sacré et le féminin divin, ou le féminisme de déesses, c'est de valoriser le principe de fertilité, d'abondance fertile, de nourrir, d'être dans cette hyper notion d'être maternelle, et d'en faire cette espèce de capacité inhérente aux femmes. Et c'est quelque chose qu'on va beaucoup voir dans du coaching spirituel, en disant j'embrasse pas assez mon féminin, j'embrasse pas assez mon masculin. Ça, je l'ai beaucoup vu, même d'astrologues que je respecte beaucoup. Je pense à des astrologues américaines ou quoi, mais qui d'un coup vont dire, qui vont créer des programmes super genrés en disant, en gros, c'est quoi les codes de l'abondance masculine et c'est quoi les codes de l'abondance féminine,
Et en gros, comment est-ce que tu lis les deux et comment tu rentres dans cette espèce de dimension ultra binaire en disant les qualités du masculin, les qualités du féminin, et de dire, en fait, ça appartient aux deux genres, et forcément, on rentre dans le biologisme, on rentre dans, t'es femme, t'as un utérus, t'as des seins... t'as ces capacités-là et t'as cette capacité à faire grandir, à chérir, à ci, à ça. Et quand t'es masculin, t'as cette capacité à rentrer dans l'art et gna gna gna. Honnêtement, c'est quelque chose qui est ultra destructeur, qui est hyper limitant forcément parce que on commence à parler parce qu'en fait, on est en train d'assigner des qualités à des genres, à une biologie, et en fait, c'est absolument pas le cas. Donc, en gros, le fait de proclamer cette notion de goddesses, c'est pour ça que toute la notion des déesses, et c'est pour ça que je voulais faire quand même un point dessus, parce que le livre de Dimitra George, qui parle du féminin divin, etc., et qui quelque part utilise une rhétorique. Après, elle ne met pas du tout en avant le biologisme ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'il peut y avoir une sorte de flou autour de tout ça. Et vu que je parle de ce livre qui évoque un certain champ lexical, je voulais vraiment mettre des points un peu sur les i, sur les positionnements qu'on peut avoir, et aussi pour peut-être vous donner des clés pour percevoir les choses sous un angle différent, et voir aussi comment le biologisme peut s'incarner, peut se manifester dans le monde de la spiritualité de manière extrêmement subtile et finalement très complexe, quoi. Et ça mérite qu'on soit très attentif à tout ça. Le fait de proclamer que les femmes sont des déesses, ça crée un déni, en fait, qui va renforcer la binarité de genre. Et puis, pour arrêter de parler un petit peu des femmes qui sont quelque part surentraînées pour être dans cette notion de nourrir depuis leur naissance et d'accompagner d'une façon que les hommes n'ont jamais... Enfin, quelque part, on met en avant des choses qui sont déjà tellement bien installées dans la société, avec ces notions de féminin divin, de goddesses, de déesses féminines, etc. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de barrière biologique ou spirituelle pour les hommes d'être dans l'attention, d'être dans le don et l'abnégation de soi, et d'être dans cette fonction de nourrir, en fait. Et ça, c'est des associations culturelles avec la féminité qui vont vraiment d'évaluer la puissance des hommes dans ces capacités-là. Et quelque part, ça va créer énormément de difficultés déjà pour les femmes, et en plus pour les hommes, sans parler d'eux qui passent à côté de énormément de choses et qui, de base, se sentent incapables de prendre certaines positions ou postures. Je dis pas tous les hommes, mais là je parle vraiment au niveau collectif, qui vont se priver de créer un lien émotionnel, physique, ou d'être dans un certain type de rapport au sein de leur foyer, au sein de leur famille. Donc en fait, ça crée énormément de dégâts, quoi. Après, le fait de dire que les femmes sont des déesses, c'est compréhensible. C'est une réaction face à la misogynie et à l'androcentrisme qui dénigre les femmes depuis des siècles, qui passe toujours du mythe de la catin, de la sorcière, de la femme sale, de ci, de ça. Elles s'élèvent elles-mêmes en quelque part en espèce de créature super humaine, super divine. Et d'ailleurs, on le voit dans la pop culture aujourd'hui, quand on a vraiment besoin de voir des Amazones, et c'est génial. Enfin, je veux dire, c'est génial. Mais on est toujours en train d'être dans une réaction qui est totalement exacerbée et qui n'est pas humaine, quelque part, à un problème qui est très très humain. Et la chose qu'il faut reconnaître aujourd'hui, c'est que les femmes, elles sont complexes, elles sont
multifacettes. On n'est pas obligé de se mettre sur des piédestals, d'être dans cette déification, dans cette divinisation de soi. Et en fait, déjà, de se reconnaître en tant qu'humain, juste au niveau primaire de notre humanité, et d'en rester là, et de l'accepter dans tout ce qu'on est, c'est déjà bien assez. En fait, le progrès, il dépend aussi de la façon dont les femmes sont vues. Et on passe de sous-catégories à des déesses sublimes et inaccessibles. Et en fait, on n'est ni l'un ni l'autre, on est juste au même endroit, on est juste plein d'aspérité, on est bourré de qualités, on est bourré de défauts. On est juste des êtres humains capables de tout ce que font les hommes, qui sont eux-mêmes des êtres humains, et on est capable de faire des trucs sublimes, on est capable de faire des trucs minables, et voilà quoi, c'est juste notre humanité. Il y a vraiment énormément de choses à dire sur l'astrologie et le féminisme. Et en fait, quand j'ai lancé cette idée sur Instagram, je me suis dit, ok, cool, je vais faire ça. Et puis en fait, je me rends compte que j'aurai vraiment 1 million de choses à dire, ce qui va être relativement compliqué. Il y a plein de choses à sourcer. Je pense que là, j'ai abordé des choses que je réaborderai. Je pense qu'il y a des notions comme l'essentialisme, comme le biologisme, comme... aussi la façon dont le genre était traité dans le passé, dans les livres. Je pense que ça mérite, pareil, une investigation. Et d'ailleurs, je serais vraiment ravie si vous avez des vieux livres d'astrologie et que vous trouvez des phrases que vous trouvez critiques au niveau du genre ou qui sont hyper misogynes, quoi, de manière... voilà... que vous me fassiez des screens et que vous me les envoyez, que vous me partagez ça. Parce que je sais qu'il y a énormément de vieux livres des années 70, des années 60 qui sont là, dans le panthéon astro, et ça m'est déjà arrivé de tomber sur des phrases et je dis mais qu'est-ce que cette personne raconte, quoi. Enfin, c'est délirant de voir les choses sous cet angle-là. Donc je serais vraiment contente de répertorier ça, de mettre ça de côté et d'y dédier un épisode ou d'en faire un article. Un jour, je vais faire des articles parce que c'est des choses qu'on doit tous déconstruire, tous et toutes déconstruire, et où on peut avoir un moment d'arrêt et se dire ça c'est pas ok, ça c'est pas cool. Il faut absolument que on puisse se positionner vis-à-vis de ça. Et comme je dis, l'astrologie, c'est un monde qui est quand même a été l'idée exclusivement par des hommes, parce que ça a été qualifié de science pendant longtemps, quelque part, ça demandait un savoir-faire technique qui s'est maintenant beaucoup plus démocratisé, et du coup ça a été quelque chose qui a été réservé quand même essentiellement aux hommes. Après, ça aussi, ça mérite un épisode au niveau du contexte astrologique et de la place des femmes dans l'astrologie. Ça, c'est encore un autre sujet. Il y a trop de choses à dire, je vous le dis, il y a trop de choses à dire. C'est très très dur c'est ce qui est le plus dur pour moi. C'est de pas partir dans tous les sens et de savoir prioriser le débat, mais voilà. Donc vous savez que je suis là sur Instagram, vous savez que vous pouvez me laisser des messages, que je réponds, même si je prends un peu de temps, je réponds toujours, et puis le débat est ouvert, donc je vous attends sur les réseaux. Bisous, passez une très très belle journée, et sur ce je vais préparer l'horoscope annuel de 2022.